Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Sud Radio Midi jusqu'à 13h30, les actualités qui marquent ce mardi midi avec cette annonce faite par Joe Biden en plein cœur de la nuit, l'élimination par les États-Unis en Afghanistan du numéro 1 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, un nom qu'on a entendu depuis presque 21 ans. C'était le bras droit de Ben Laden, accusé d'être le cerveau des attentats du 11 septembre 2001 qui ont fait plus de 3000 morts à New York, à Washington et à Pittsburgh. C'était devenu le numéro 1 de cette organisation terrorisme internationale. Pour en parler, on accueille notre deuxième invité, Claude Moniquet. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes un ancien agent de la DGSE, spécialiste du terrorisme, analyste stratégie, sécurité et renseignement. On va réécouter cette annonce triomphale de Joe Biden, le président américain, en plein cœur de la nuit. My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Alors, première question toute bête, Claude Moniquet. Joe Biden, à l'instant, annonce que samedi dernier, les Américains ont éliminé le numéro 1 d'Al-Qaïda. Nous sommes entre lundi et mardi. Pourquoi avoir attendu autant une annonce aussi importante pour les Américains qui, je le rappelle, avait mis sa tête à prix pour plus de 25 millions de dollars? C'était pour vérifier? Alors, d'abord, il n'y a pas de question bête, hein. C'est clair. Mais au-delà de ça, techniquement, l'élimination a eu lieu à 21h30, heure de Washington, 6h18 du matin, dimanche, heure de Kaboul. Après ça, il faut du temps pour vérifier le renseignement, pour vérifier que la cible a été touchée, qu'elle est morte. Et je crois que c'est ça qui explique le délai. Cela étant, le suspense était quand même assez limité parce que dès l'après-midi d'hier, les officiels américains du renseignement, du Conseil de sécurité se répandaient partout en expliquant que c'était al-Zawahiri qui avait été visé et qu'il avait été éliminé. Alors parlons quand même du procédé, parce que je ne crois pas avoir déjà lu un tel procédé, en tout cas lu l'utilisation d'un tel procédé. Ayman al-Zawahiri aurait été éliminé sur son balcon en Afghanistan, à l'aide d'un missile américain non explosif, donc qui n'explose pas, mais qui en revanche, à l'approche de sa cible, fait sortir des lames, des couteaux ou des sabres. Qu'est-ce que c'est que ce matériel ? Alors effectivement, c'est un matériel ultra secret, mais qui a déjà été utilisé par les Américains dans des frappes contre des chefs terroristes, trois ou quatre fois. Et effectivement, pour limiter, voire totalement éviter les dégâts collatéraux, il n'y a pas de charge explosive, il y a juste 6 lames, 6 très grandes lames qui se déploient au dernier moment. Et la cible c'est un peu sanglant, mais la cible est réellement hachée menu. Ouais, elle est découpée en morceaux de manière irréversible. En tout cas de manière létale et mortelle, ce qui est quand même un procédé assez spectaculaire. Revenons maintenant sur le personnage. Je le disais, sa tête était mise à prix pour 25 millions de dollars. Et personne ne gagnera la récompense, mais ça c'est pas bien grave. Le cerveau du 11 septembre, c'est un des qualificatifs qui lui est accolé. Quelle preuve a-t-on sur le fait que c'est lui qui a imaginé le 11 septembre plutôt que Oussama Ben Laden, son numéro 1 de l'époque? Alors, on ne sait pas du tout si la prime ne sera pas touchée, parce qu'il est très clair qu'il y a eu du renseignement technique, satellitaire, des interceptions, mais il y a très probablement aussi eu du renseignement humain à certains moments. Donc, il y a eu des sources au Donc, il y aura des primes. Donc, il est tout à fait possible que cette somme soit quand même distribuée. Alors, effectivement, pour répondre plus précisément à votre question, al-Zawahiri n'a jamais été un homme d'action, c'était un idéologue, mais il était le numéro 2 d'Al-Qaïda, il était le bras droit idéologique et religieux, si on peut dire, de Ben Laden, et à ce titre, il a effectivement participé à la préparation, sinon peut-être à la conception, des attentats du 11 septembre 2001. Alors effectivement, c'était très certainement le dernier haut responsable d'Al-Qaïda impliqué dans les attentats qui était encore libre et en vie. Parlons maintenant du parcours d'Ayman al-Zawahiri. Oussama Ben Laden, lui, était un richissime saoudien, alors qu'Ayman al-Zawahiri était un Égyptien. C'était d'ailleurs un ancien frère musulman. Quel est son parcours idéologique ? Alors effectivement, c'était un Égyptien venant d'une très bonne famille. Son grand-père avait été le recteur de la faculté Al-Azhar, qui est une des principales écoles
sunnite, de doctrine sunnite dans le monde arabe. Il avait rejoint les frères musulmans à 14 ans, donc il était très précoce. Il y a passé quelques années dans la plus extrémiste des frères musulmans. Puis il a rejoint le djihad islamique d'Égypte, et à ce titre, il a été mêlé d'assez loin à l'assassinat du président Anwar el-Sadat en octobre 81. Après ça, il a fait un peu de prison, il a été torturé, il a voyagé, et il s'est retrouvé dans les années 80, il s'est retrouvé en Afghanistan, où il a rejoint Ben Laden à l'époque de la création d'Al-Qaïda. Et les Moudjahidines qui luttaient contre les soviétiques. Un des pères fondateurs d'Al-Qaïda. Voilà. Et il a fait ses premières armes, si je vous comprends bien, contre les soviétiques pendant la première guerre en Afghanistan. Absolument, mais il s'est surtout par la suite très rapidement illustré dans le djihad mondial qui était cher au cœur de Ben Laden et qui caractérisait Al-Qaïda, qui était une organisation qui n'était pas centrée sur une zone géographique précise, mais qui voulait répandre le djihad dans le monde. Et entre autres, on lui doit en 1998, si mes souvenirs sont bons, un attentat au large d'Aden contre le navire américain l'USS Cole, qui avait fait une vingtaine de morts. Effectivement, il y a eu un autre attentat aussi à Nairobi. Il y avait eu un premier attentat en bas du 11 septembre. Ça, c'était au début des années, en bas du World Trade Center, pardonnez-moi, c'était au début des années 90. Revenons sur Al-Qaïda. Aujourd'hui, malheureusement pour nous, les Français, on est plutôt la génération Daesh ou État islamique, c'est-à-dire une organisation terroriste qui a essayé à un moment d'avoir un territoire. Al-Qaïda, c'était pas du tout ça. C'est pas du tout ça, et c'est une des différences fondamentales entre Al-Qaïda et l'État islamique, et c'est ça qui explique que Al-Qaïda ne s'est jamais vraiment développé. À son époque la plus glorieuse, si on peut dire, Al-Qaïda en Europe comptait quelques centaines de sympathisants ou de suiveurs, jamais plus. L'État islamique, on le sait, a été jusqu'à compter des dizaines de milliers de personnes, dont une quinzaine de milliers d'Européens qui ont rejoint la Syrie parce qu'il y avait cette territorialité. Après, il y avait d'autres rivalités entre les deux groupes, mais il est très clair qu'à partir du moment où l'État islamique, qui est une émanation d'Al-Qaïda, commence à apparaître sur la scène et à prendre le lead sur le djihad mondial, petit à petit, Al-Qaïda s'efface. Et aujourd'hui, Al-Qaïda, ce n'est plus que 3 zones géographiques. Ils sont présents essentiellement au Yémen, péninsule arabique, dans le Sahel et en Somalie via les Shabab. Pour le reste, leur présence est très anecdotique. Et on peut estimer à combien d'hommes à peu près les membres de cette organisation terroriste aujourd'hui ? Étant donné leur dispersion sur 3 zones et le fait que chacun qui les représente régionalement est relativement important, il est difficile de répondre à la question. Le noyau dur d'Al-Qaïda 2001 n'existe plus. 80% de ses membres, de ses cadres ont été tués ou emprisonnés. Donc aujourd'hui, ils se sont reconstitués dans la dispersion et ils doivent compter, suivant les zones, quelques centaines de cadres et quelques milliers de combattants, mais pas beaucoup plus. Revenons sur la clandestinité de ces personnages particulièrement connus et extrêmement recherchés. Un homme tel qu'Ayman al-Zawahiri se savait recherché par à peu près tout ce que les Américains comptaient d'agents secrets, donc il ne pouvait pas communiquer facilement. Comment fonctionne une organisation avec une direction qui est à ce point traquée ? Eh bien, elle a fonctionné pendant 21 ans de cette manière. Donc ça a marché, même s'il y a eu évidemment l'élimination de Ben Laden en 2011, il y a 11 ans. En fait, c'est une organisation qui fonctionnait essentiellement par des courriers, par des courriers humains, des personnes qui portaient les messages. Et c'est sans doute comme ça qu'on a retrouvé la trace de al-Zawahiri, parce que depuis l'été dernier, depuis que Kaboul est retombé aux mains des talibans et qu'il est revenu en Afghanistan, parce qu'il était probablement plutôt dans les zones tribales du Pakistan à l'époque, il a commencé à être beaucoup plus présent avec des messages vidéo, des messages audio, mais tous ces messages, il fallait les acheminer. Il fallait les envoyer aux cellules, il fallait les envoyer aux médias. Oui. Donc il y avait du personnel, et c'est probablement en suivant ce personnel, comme ça avait été le cas pour Ben Laden, qu'il a été repéré. Et peut-être que le retour des talibans au pouvoir à Kaboul lui aura été ironiquement fatal. Est-ce qu'il était encore en mesure de donner des ordres ? Vous l'avez dit, il ne restait plus grand-chose d'Al-Qaïda, mais Al-Qaïda était toujours présente au Sahel, par exemple, au Yémen aussi, ou alors en Somalie avec les Shabab. Mais est-ce que lui, qui était le numéro 1 d'Al-Qaïda, était encore capable de donner des ordres à ses troupes sur place, ou c'était plus un titre symbolique ? Alors, c'était pas un titre symbolique, mais son rôle n'a jamais été le rôle d'un opérateur, d'un directeur des opérations. C'était vraiment l'idéologue, c'était l'homme qui émettait des fatwas, qui passait un temps fou à écrire des textes totalement illisibles pour réfuter les thèses de groupes rivaux ou pour condamner ses ennemis.
Il y a une littérature abondante de ces échanges, entre autres, avec al-Baghdadi, le chef de l'État islamique. Le calife de l'État islamique, oui. Tout ça, aujourd'hui, c'est très anecdotique, mais c'était pas l'homme qui serrait les boulons. C'était pas l'homme qui donnait C'était les pas lui ordres. qui disait de frapper telle ou telle cible, par exemple. Il donnait probablement des indications générales, mais tous les connaissaient. Les cibles allaient de soi. C'était les infidèles, c'était les ennemis locaux, le gouvernement somalien. Ça permettait de ratisser large. Au Yémen, et puis après, quand on pouvait, les interoccidentaux. Mais ça, c'était devenu beaucoup plus difficile. Le dernier attentat attribuable à une branche d'Al-Qaïda s'est passé à Paris en 2015, c'est le 7 janvier. C'est l'attaque de Charlie Hebdo par les frères Kouachi, qui a été commanditée par Al-Qaïda au Yémen. Par les frères Kouachi, exactement. Est-ce que ça signifie finalement que la disparition, au-delà du symbole d'un homme comme Ayman al-Zawahiri, ne va pas changer grand-chose dans la mesure où les terroristes d'Al-Qaïda n'avaient plus besoin de lui pour savoir qui frappait, et ils n'avaient plus qu'à se référer à sa doctrine qui, elle, existe toujours? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la menace terroriste n'est ni supérieure ni inférieure aujourd'hui à ce qu'elle était vendredi, l'avant-veille de la mort d'al-Zawahiri. Elle reste relativement stable, importante et stable. Moins importante qu'il y a quelques années, mais stable. Sa disparition ne change pas grand-chose. Elle pourrait, cela étant, avoir une influence sur Al-Qaïda, sur son avenir, parce que maintenant, il va falloir trouver un successeur à al-Zawahiri. Et donc, les trois branches locales et ce qui reste de la direction un peu dispersée, ils vont devoir s'entendre, ils vont devoir parler. Et s'ils n'arrivent pas à s'entendre, ce qui est possible, à ce moment-là, Al-Qaïda finira par disparaître. Disparaître en tant que tel, mais pas forcément les organisations qui sont toujours sur place dans les trois terrains d'opération dont vous parliez. Aujourd'hui, d'où vient, et ce sera ma dernière question, Claude Moniquet, la principale menace terroriste, notamment sur la France? Parlons de ce qui nous intéresse le plus, évidemment. C'est l'organisation Daesh? Oui, clairement. C'est Daesh, même si Daesh a également fortement perdu de son importance et de son influence depuis qu'ils ont perdu la territorialité en Syrie et en Irak. Daesh aujourd'hui n'est plus capable de projeter des équipes entraînées et surarmées comme c'était le cas en novembre 2015, mais ils peuvent continuer, ils le font, à susciter des attentats individuels. Et certains de ces attentats sont extrêmement impressionnants pour l'opinion. Rappelez-vous la décapitation de Samuel Paty ou, autre attentat individuel, un homme seul à Nice qui, le 14 juillet 2016, arrive avec un camion qu'il a loué a tué plus de 80 personnes. Effectivement, on se souviendra toujours de cet attentat sur la promenade des Anglais à Nice. Merci beaucoup Claude Moniquet d'être intervenu sur Sud Radio. Vous êtes, je le rappelle, un ancien agent de la DGSE, les services secrets extérieurs français. Vous étiez en duplex sur Sud Radio depuis cette magnifique ville de Bruxelles et vous êtes analyste stratégie, sécurité et renseignement. Restez avec nous sur Sud Radio. Nous allons clore cette page terrorisme et nous pencher sur une toute autre préoccupation. Sud Radio Midi, c'est aussi l'été sur Sud Radio. On va parler de cette hantise de tous ceux qui vivent dans le sud du pays, là où il fait particulièrement chaud et sec, ou tous ceux qui s'y sont déplacés. Ils sont nombreux aussi pour ce mois d'août. Les pyromanes, que se passe-t-il dans la tête d'un pyromane? On va en parler avec notre invité dans un instant. À tout de suite.